Salut la famille, j'espère que vous allez bien, hein. Moi, ça va de mon côté en tout cas. Bon, je viens de rentrer là, donc je suis un peu éclaté, mais c'est pas grave, on va quand même faire cette vidéo pour parler, enfin essayer de tirer un peu les conclusions de la loi immigration qui a été votée donc hier par le Sénat et on va essayer de voir à peu près, enfin du moins d'éclaircir à peu près tous les points qui ont été votés par cette loi et on parle de tout ça après le générique. En passant, je suis en tenue Paris-Saclay, hein, donc pour ceux qui sont sur la chaîne, ça fait un moment, ils comprennent que, enfin ils savent que j'ai parlé déjà plusieurs fois de Paris-Saclay pour dire que ça fait partie, enfin des universités non connectées à Campus France et on va beaucoup en parler à partir de janvier parce que la procédure Paris-Saclay commence après. Et c'est une mine d'or, cette université, pour les étudiants étrangers. Ça vous offre encore plus de chances parce que ça ne fait pas partie du quota des 7 choix que offre Campus France. Et donc, si vous voulez rien rater concernant la procédure Paris-Saclay, parce que j'y suis, je vais vous donner le plus d'infos possible, abonnez-vous justement à la page et commentez si vous avez des trucs à dire, likez la vidéo, mais surtout abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir. On parle de la réimmigration juste après le générique. Ciao. Bon, on revient donc sur cette fameuse loi, hein. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo précédente sur cette loi, vous comprenez pourquoi j'avais mis dans le titre Petite victoire. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de la voir parce qu'elle est aussi intéressante. Mais en tout cas, c'était une petite victoire parce que évidemment, le gouvernement avait la possibilité de relancer plusieurs fois en fait la loi sous plusieurs formes et tout. Ils avaient en fait plusieurs procédures qu'ils pouvaient faire après le rejet de la loi. Donc, il faut comprendre que bah, le gouvernement et le Sénat étaient d'accord, logique, hein. Et derrière, évidemment, l'Assemblée nationale n'était pas d'accord. Et dans ce cas, bah, la loi, elle est rejetée donc, mais derrière, il y a la possibilité pour le gouvernement en fait de rassembler ce qu'on appelle par une commission mixte paritaire pour pouvoir discuter. C'est-à-dire que si vous voulez, la commission regroupe les deux parties et essaie de trouver en fait un juste milieu ou si vous voulez, essayer de trouver un compromis entre les deux. Donc, essayer de voir, bon, toi, qu'est-ce qui te dérange dans la loi? Ah, moi, c'est ceci. L'autre, bon, on essaie de trouver un compromis et ensuite la loi, la nouvelle loi ou le nouveau texte est relancé encore au Sénat pour être voté. Et c'est ce qui s'est passé hier et le texte a finalement été voté. Vraiment, il y a une majorité assez écrasante, hein, à peu près 3 fois ou 4 fois plus que, enfin, plus de oui que de non. Donc, vous comprenez cela. Donc, moi, j'ai sélectionné quelques points importants. Alors, on va pas faire tout le texte, hein. Vraiment, j'ai sélectionné des points très importants que je juge en tout cas importants. Après, si il y a des trucs sur lesquels j'ai pas parlé et que vous voulez qu'on apporte un éclaircissement, vous le dites juste en commentaire et on va en discuter dans une prochaine vidéo. Donc, pour cette vidéo, j'ai sélectionné, je pense, 4 ou 5 points importants de cette loi et donc je vous en parle maintenant. Alors, pour aller vite, le premier point que je pense être assez intéressant et que j'ai sélectionné, c'est le point sur les APL, hein. Donc, les APL, pour ceux qui connaissent, c'est donc les aides au logement. Et pour les APL, on va voir à peu près en résumé ce qui a été dit, c'est que il faut justifier de 5 ans de résidence en France. Ça, c'est la même chose que la loi précédente, mais il y a eu une modification par rapport à la loi précédente. C'est que cette fois-ci, les 5 ans de justification, ça sera juste pour les gens qui sont sans emploi. Donc, si tu n'as pas d'emploi, évidemment, il faut que tu justifies de 5 ans de résidence pour pouvoir toucher les APL. Et pour ceux qui ont un emploi, ça sera juste réduit à 3 mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que les étudiants étrangers ne sont pas concernés par ça. Donc si tu es étudiant, en tout cas, tu n'es pas concerné par cette partie-là. Donc toi, tu auras tes APL normalement. Et ça, c'est une bonne chose. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, les APL aident vraiment beaucoup les étudiants ici. Et ça aurait été très dommage, en fait, d'enlever ça aux étudiants. Et d'un autre côté, il y a aussi les réfugiés politiques, évidemment, qui ne sont pas, enfin, qui sont exemptés comme les étudiants. Et à côté, il y a aussi donc les titulaires d'une carte de résident. Donc il y a ces trois exceptions. Le deuxième point, donc, et je pense que c'est le plus important de tous les points pour vous, en tout cas qui faites la procédure, c'est donc le point concernant la caution qui a été établie pour les étudiants étrangers.
On va lire à peu près ce que TF1 Info dit là-dessus. Donc la droite a obtenu l'instauration, sauf dans certains cas particuliers, d'une caution à déposer par les étudiants demandant un titre de séjour étudiant visant à couvrir le coût d'éventuels frais d'éloignement. Les macronistes, donc le gouvernement, avaient pourtant combattu cette mesure, constituant à leurs yeux une rupture d'égalité entre étudiants et risquant de fragiliser les étudiants étrangers. Donc, vous comprenez que ce point qui est assez crucial risque de pénaliser beaucoup d'étudiants étrangers. Alors, on va revenir juste sur une chose, c'est qu'ils disent que ça sera pour compenser les coûts euh, d'éventuels frais d'éloignement. Donc, je pense que ce petit passage n'est pas si clair que ça. Donc, on va essayer de voir à peu près ce que c'est que donc les frais d'éloignement, hein, pour que ce soit assez clair ce petit passage. Alors, je vais lire sur mon ordi, hein, ce que j'ai pu résumer de tout ce que j'ai pu comprendre. Donc, les frais d'éloignement font référence aux coûts associés au processus d'expulsion ou de renvoi d'une personne étrangère d'un pays. Cela peut inclure les frais de transport, les dépenses administratives et autres coûts liés à la procédure d'éloignement. En déposant une caution, les autorités visent à s'assurer que ces frais éventuels seront couverts si la personne étrangère doit être expulsée pendant son séjour. C'est une mesure souvent controversée car elle peut être perçue comme discriminatoire ou potentiellement dissuasive pour les étudiants étrangers. Donc, en gros, ce que ça veut juste dire, c'est que c'est des frais que vous laissez à l'État français au cas où derrière vous commettez des actes qui vous seront reprochés et qui pourront vous emmener à être expulsé du pays. En fait, ils vont juste piocher dans ces frais-là pour vous expulser de leur pays. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un est expulsé de la France, bah c'est en fait le gouvernement qui dépense pour que cette personne soit expulsée, en termes de billets, en termes de toutes les charges à côté, en fait. Et donc ces frais, ça sera juste, en fait, une caution pour eux, un moyen de vous expulser, mais à vos propres frais. Vous repartez chez vous avec votre propre argent et l'État français n'en paye pas le prix. D'accord? Et du coup, bah, la question qu'on peut se poser, c'est maintenant d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça peut être perçu comme étant discriminatoire ou potentiellement dissuasif. D'accord? Donc, on continue ce que j'ai écrit. Donc, la perception de la caution comme discriminatoire ou persuasive, ou dissuasive plutôt pour les étudiants internationaux, s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, cela peut créer donc une inégalité en imposant des charges supplémentaires, enfin des charges financières supplémentaires aux étudiants étrangers par rapport aux étudiants nationaux. Donc déjà, pour venir ici, quand tout est normal, c'est déjà toute une galère financière, mais là, on t'ajoute encore en plus une caution que tu dois déposer. Et en cela, donc, cette disparité peut être perçue comme injuste et contraire au principe d'égalité. Je tiens juste à rappeler que la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais là, en tout cas, ils n'agissent pas, en tout cas, en termes d'égalité. De plus, cela peut dissuader les étudiants internationaux de choisir un pays pour leurs études s'ils doivent payer une caution importante, même si elle est remboursable. Cela peut être perçu comme une barrière financière supplémentaire et rendre le pays moins attractif pour les étudiants étrangers qui contribuent souvent à la diversité culturelle et au dynamisme académique. Donc, vous comprenez que cette loi, évidemment, n'est là que pour globalement réguler ou du moins gérer en fait la migration des gens ici en France. Après, je comprends un peu le sentiment, évidemment, de contrôler les choses dans le pays, mais lorsque tu mets une aussi grosse loi, enfin, du moins une aussi grosse contrainte pour les étudiants étrangers, sachant qu'ils viennent en général des pays pauvres, surtout d'Afrique, pour moi, c'est juste de la dissuasion. Tu veux juste que ces gens-là ne viennent plus en masse chez toi. Et ça, je le comprends, évidemment. Je me mets à la place d'un Français pur, de pure souche du moins, ça je le comprends. Mais il faut aussi comprendre d'un côté, et ça c'est vraiment mon analyse personnelle de la chose, c'est que c'est juste une réponse à la fin de la France aux pays africains suite en fait à toutes les humiliations que eux, d'après eux je pense, hein, ils ont subi ça comme des humiliations, les humiliations que les pays africains leur ont fait ressentir en fait ces derniers temps. C'est-à-dire que on a tous vu ce que certains pays africains ont fait, ont chassé même la population française et même
Je pense que c'est le Maroc, lorsqu'ils ont eu leur séisme, ils ont refusé l'aide de la France. Donc, tout ça, c'est des humiliations et je pense que eux, c'est pour eux un moyen de répliquer pour vous faire comprendre que, bah, ok, vous ne viendrez plus en masse chez nous. Et je dis bien en masse parce que il y a une prochaine chose qui arrive, hein, dans cette loi, on va en parler après. Mais donc ça, c'est vraiment mon analyse personnelle. Mais autre chose, il faut comprendre que enfin, cette caution, elle est vraiment, pour moi, elle est giga problématique. Pour une simple raison, c'est que, d'après ce que j'ai compris globalement de cette loi, c'est que la caution ne sera rendue, en tout cas, on peut rendre ta caution lorsque, enfin, sous deux conditions, soit lorsque tu vas finir tes études et t'en aller, enfin, lorsque tu vas partir de la France, hein, parce que tu peux aussi aller, t'en aller sans finir tes études, mais en tout cas, lorsque tu vas quitter la France, on te rend ta caution. Le deuxième cas, c'est lorsque tu vas faire un changement de statut. C'est-à-dire que si tu passes d'un statut étudiant à un statut, enfin, résident et permanent et tout ça. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on va te donner, enfin, te rendre ta caution. Mais est-ce que tu te rends compte, enfin, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? C'est-à-dire, bon, jusqu'à présent, je vous rassure, on ne sait pas encore à combien est élevée la caution. De toute façon, on va voir ça après. Mais pour l'instant, on ne sait pas à combien sera élevée cette caution. J'écoute des spéculations qui disent c'est 7 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 11 000 euros. Mais pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Rien. On ne sait pas, mais on saura plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que vous demandez à des gens, au-delà de l'AVI qu'ils doivent faire en général, qui est de 5 millions, donc à peu près 7 000 euros, de vous donner une caution qu'ils vont récupérer on ne sait quand. Mais c'est juste fou. C'est juste fou. Après, je vous rassure que la France n'est pas le premier pays à le faire, hein. Il y a des pays qui le font. Je pense même que l'Allemagne, je pense, le fait, où la caution doit être autour de 11 000 ou 12 000 euros. Mais c'est juste que là, on parle de la France, parce que bon, la France nous a accueillis pendant longtemps, mais c'est juste fou de voir qu'ils demandent ça. Et vous vous rendez compte que si quelqu'un arrive en première année, par exemple, et que la personne compte aller jusqu'en Master 2, donc ça fait 5 ans, vous allez garder une aussi grosse somme de la personne pendant ces 5 ans. Je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas quoi dire. Et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment dommage, en fait. Parce que déjà, en termes d'AVI, c'est compliqué pour beaucoup de gens, même d'avoir l'AVI. Beaucoup passent par des raccourcis pour avoir l'AVI, ils font des emprunts et tout. Mais là, c'est même plus un emprunt que tu pourras faire pour faire ton AVI. Là, c'est carrément un investissement sur une personne pendant très longtemps. Je sais pas comment les gens vont s'en sortir, mais en tout cas, ça sera pas facile. Autre chose, bon, pour ceux qui font la procédure actuellement, c'est pas la peine de vous frustrer ou de vous décourager. Je continue toujours dans mon analyse personnelle de cette situation. C'est pas la peine de vous décourager parce que pour ceux qui suivent les infos assez régulièrement, surtout avant, il y a eu la même situation il y a quelques années, je pense autour de 2016, lorsque la France a augmenté les prix des étudiants. Enfin, le prix par année des étudiants qui arrivaient, des étudiants hors européens en fait. Donc, c'était passé, je pense, enfin, c'est toujours actuellement, pour une année de master, je pense que c'était de 270 euros à 2000 ou à 3000 euros, à peu près comme ça. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un système derrière, bah, de l'exonération qui fait que rares sont les étudiants qui payent cette somme. Rares sont les universités qui acceptent même ça, en fait, que les étudiants payent autant, parce qu'ils savent que les étudiants n'ont pas les moyens de payer autant. Même moi, à Saclay, je ne paye pas autant. Je paye 270 euros normal. Donc, et là, je parle pour les années de master, hein. Donc, pour moi, je pense que c'est juste, en fait, de la dissuasion. C'est-à-dire que ça sera juste pour vous faire peur, mais derrière, je pense qu'il y aura beaucoup qui vont être exonérés de cette caution, en fait. De toute façon, ils disent ça même dans le texte, hein. Allez-y jusqu'au bout de votre procédure et voyez ce que ça va donner. Mais je pense, et ça c'est mon avis personnel, je le répète bien, que c'est juste pour vous faire peur et que derrière, beaucoup seront exonérés de cette décision. Mais j'avoue quand même que ça fait quand même très mal. Trop mal même. Bon, pendant beaucoup d'années, on a eu des spéculations comme quoi la France avait des quotas en termes de visas qu'il donnait, etc. Cette fois-ci là, c'est maintenant clair. Et c'est le troisième point qu'on va aborder, c'est les quotas. Les quotas migratoires. Et ils disent clairement que bah, les quotas migratoires ont été fixés donc par le Parlement
pour plafonner pour les 3 années à venir le nombre d'étrangers admis sur le territoire français hors demandeurs d'asile. Donc, sauf les demandeurs d'asile, tout le monde se retrouve dans ce lot-là et il y aura un plafond, un quota. Un quota de combien? Ça aussi, on ne le sait pas. Je pense qu'ils vont garder le nombre pour eux, mais il faut savoir que il y aura un quota. Et là, je fais vraiment une parenthèse pour aller plus loin, donc je saute un peu, je vais dans le temps, enfin, je vais un peu plus loin, donc autour de juin. Pour ceux qui vont faire les demandes de visa, vous comprenez qu'il y a un quota. Donc, on va pas vous répéter ça 2 fois. Quand vous allez aller faire votre demande de visa, arrangez-vous à être parmi les premiers. Ça veut dire que lorsque vous avez votre acceptation, Campus France, ne traînez plus, accélérez les choses. Je ne vous demande pas d'aller dans la précipitation faire votre demande de visa et avec un dossier bafoué, non. Mais accélérez les choses, ne perdez plus le temps. S'il faut bouger les gens, bougez-les à fond. Ayez votre dossier le plus prêt, le plus tôt possible, enfin prêt le plus tôt possible, et allez-y faire votre demande de visa très tôt. Parce que là, il y a un quota, ça veut dire que à un moment donné, il y aura, enfin, ils vont fermer la porte et il y aura que des refus. Enfin, je pense. Donc, vraiment, avec l'instauration de ce quota migratoire, moi, je vous conseillerais vraiment de prendre cette situation très sérieuse et surtout d'avancer dans le sens où, dès que vous avez votre acceptation, accélérez les choses et allez-y le plus vite possible faire votre demande de visa pour maximiser vos chances, hein. Ça, c'est vraiment un conseil tout simple que je vous donne. Alors, pour finir juste la vidéo vite fait, hein, donc les quatrième et cinquième points. Donc, le quatrième point, c'est déjà l'aide médicale qui a été finalement enlevée donc de ce texte. Et ça, pour moi, c'est une bonne chose parce que, comme je vous l'avais dit, je trouvais dangereux d'imposer, en fait, enfin, d'exclure l'aide médicale aux gens. Pour moi, je trouvais ça très dangereux parce que tu pouvais être malade et tout. Donc, du coup, l'aide médicale ça reste comme ça est actuellement, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et donc le cinquième point, ce sera juste le droit au sol qui n'est plus automatique, hein. Le droit au sol qui n'est plus automatique. Donc actuellement, si tu es étudiant, enfin, qu'est-ce que je dis, si tu es enfant né de parents étrangers, je dis bien de parents étrangers, donc les deux sont étrangers, tu n'es plus automatiquement français, hein, donc tu as un peu le droit au sol. Néanmoins, tu as la possibilité de manifester ton envie d'être français, donc d'en faire la demande cette fois-ci. Entre tes 16 et 18 ans, tu dois faire la demande pour la nationalité, pour obtenir la nationalité. Sauf si tu as commis un délit grave avant donc tes 16 et 18 ans, si tu as commis des délits graves, là à ce moment-là, tu n'auras pas le droit d'obtenir la nationalité française. Donc, les amis, globalement, c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura éclairci. Et si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout le côté des commentaires est là, hein. Donc, vous pouvez toujours faire des commentaires. Moi, ça me dérange pas, ça me plaît d'ailleurs. Mais l'idée, c'est juste globalement de faire enfin, une sonnette d'alarme pour vous dire que les choses se corsent si vous tenez à votre procédure, vraiment, essayez de maximiser vos chances. Un, en vous renseignant, ça c'est déjà une chose. Deux, essayez aussi d'être réactif. Vraiment, là, au niveau où nous en sommes, celui qui est moins réactif, il risque de rester. Soyez très réactif. Dès que vous avez les premiers signaux que tout va bien, hop, enchaînez déjà avec votre dossier visa. Enfin, essayez déjà de le rassembler le plus vite possible. Et derrière, comme j'ai dit, le problème de la caution actuellement, c'est qu'on ne sait pas il sera de combien. Il peut être de 10 euros, il peut être de 20 euros, enfin je plaisante, mais il peut être très élevé comme il peut être très bas. Mais autre chose, moi je pense personnellement, hein, c'est mon avis, ne vous inquiétez pas trop pour cette caution parce que finalement j'ai l'impression que ce sera juste pour dissuader les gens, mais au final, peu de gens vont vraiment subir ça. Après, pour un premier temps, c'est possible qu'ils puissent vraiment taper dessus, mais il faut pas oublier que l'économie d'un pays tourne aussi grâce aux étudiants qui arrivent, enfin mais pas qu'aux étudiants, mais à l'immigration et tout. Il faut comprendre que les étudiants aussi étrangers qui arrivent ou les immigrés qui arrivent apportent beaucoup à leur pays. Donc, de mon point de vue, s'ils essaient d'être trop stricts avec ça, ils vont en payer les conséquences eux aussi. Et à un moment donné, je pense, ils vont ouvrir les vannes. C'est ce qui s'est passé avec les frais scolaires. À un moment donné, ils vont comprendre que non, ça nous nuit à nous-mêmes.
on va maintenant mettre des petites facilités pour, voilà, 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 quoi. Je pense que pour moi, d'un côté, c'est aussi un moyen de pression sur les pays africains qui ont essayé de sortir du cocon de la France. Et je pense que tout ça est lié en fait et ça forme un ensemble. À un moment donné, quand ça va peser sur eux, ils vont tous s'asseoir. Quand la tension va retomber, ils vont s'asseoir et ils vont essayer de trouver un consensus tranquille. Donc, les amis, on se dit à bientôt. Comme je vous avais dit, la série de vidéos, elle arrive, hein, donc pour ça, ne vous inquiétez pas. Je pense que demain, vous aurez déjà les premières vidéos concernant un peu les réponses. Et puis, on se capte très vite pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous. Ciao, ciao.